Amis de la Résistance, bonsoir. Vous nous avez fait la version Reine Morte là du. Ah bon, c'est la Reine Morte aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était un peu, il y avait un côté comme ça. Dramatique un peu. Oui, non, un peu dramatique, un peu. J'ai perdu mon casque. J'ai perdu mon Eurydice. J'ai perdu mon casque. Lequel voulez-vous? Le casque à pointe, bien entendu. Vous pensez à l'émission du mercredi soir, c'est toujours avec le casque à pointe. Cavalier chargé. Alors, d'abord le programme. On va dire le programme d'abord pour une fois, Exceptionnellement. Oui, parce que je sais qu'il y a des centaines de milliers d'auditeurs qui attendaient Lugan. Moi-même, d'ailleurs, j'attendais Lugan, puisque la semaine dernière, j'ai annoncé Lugan. Mais non, vous n'avez pas annoncé Lugan. Non, c'est pas Lugan. Je sais plus ce que je dis, alors. On avait dit que c'était le 12. Eh ben voilà. Donc c'est moi. Enfin, c'est nous. C'est nous. Voilà. Je dis ça pour que ma petite femme qui écoute sache que je suis là, quand même, en ce moment. Parce qu'après, elle se dit, mais où il est passé, cet homme-là? Ouais. Voilà. Bien, alors donc... non, c'est pas vrai, c'est des bêtises. Le programme, je disais, premier sujet, deuxième sujet, c'est difficile ça, avec les dents qui ballottent. Sujet. Troisième sujet. Alors premier, on va parler de l'actualité. Ensuite, je recevrai Vincent Bertheret, l'auteur désormais célèbre, au moins à ce micro, et en d'autres lieux, quand même, d'un très très beau livre et très intéressant livre qui s'appelle Versailles, Desjardins vers ailleurs. C'est joli ça. Hein, vers ailleurs. Il faut le dire comme ça avec l'accent. Je sais bien, mais comme c'est comme le dîner aura lieu je suis totalement brouillée avec les liaisons. Ça, sur le côté un peu parigote. Quoi. Voilà. Moi, j'ai un il y en a certaines qu'on n'a pas le droit de qu'on n'a pas le droit. Par exemple... Fâché avec français langage aussi un petit peu. Hein. Il y en a certaines qu'on n'a pas le droit. Oui, alors dites-moi qu'est-ce qu'on a. Vous m'avez coupé mon élan. Donc, déjà... Il y en a une qui est très mauvaise et qui n'est jamais à faire. C'est celle qui relie les mots au prénom ou au nom de famille. Ah, ouais, c'est une habitude qui nous vient des cocottes de la Troisième République. Et aujourd'hui, on voit des gens qui pensent être très bien parce qu'ils auront dit chez Elisabeth. Ah, chez Elisabeth, quoi. Il y a Jacques Chirac aussi. Jacques Chirac, présidente de la République. Oui, mais ça, lui, c'est spécial aussi. Ensuite, nous recevrons Danielle Delavenne, qui est la directrice fondatrice d'une comment diriez-vous ça d'une agence matrimoniale, mais oui, en fait... mais quelque chose de plus joli. Une agence, on va dire une structure... Une structure de préparation aux conjugaux. Par exemple. Bon. Mais je vous ai demandé de revenir ce soir parce que vous étiez venu il y a quelques mois. Oui. Et j'ai eu l'idée de vous demander ce qui s'est passé après. Parce que c'est toujours intéressant pour un directeur d'émission de faire un testing. Ça y est, je connais un qui vient de s'évanouir. Un testing. Ah oui, je fais exprès pour rire. En plus, ça n'existe même pas en anglais. Non, bien sûr. Disons de vérifier si ce qu'on dit reçoit ou pas un accueil et quel accueil ça reçoit. Voilà. Ensuite, je recevrai, j'espère, le docteur Oudret qui vient d'écrire un livre sur les plantes médicinales, la santé par les plantes. Et comme vous savez que notre amie Marie-Antoinette est allée cueillir les fleurs du bon Dieu dans les jardins du paradis et qu'elle n'est pas encore revenue pour nous préparer cette tisane, j'ai demandé au docteur Oudret de nous présenter son livre qui fait de lui le successeur de Marie-Antoinette Mulot. Voilà. Alors l'actualité, elle est intéressante, l'actualité, pour diverses raisons. La première raison, c'est que il se trouve que deux faits divers plus que contemporains, simultanés, nous amènent à vérifier la façon dont les médias travaillent. Le premier fait divers, c'est cette histoire d'une voiture qui est arrêtée à un carrefour après avoir refusé la priorité à une voiture de police. 5 personnes d'origine marocaine, 5 femmes d'origine marocaine sont dans cette voiture. La conductrice de la voiture n'a pas ses papiers et le policier, elle avoue d'ailleurs avoir insulté le policier et elle prétend que le policier l'aurait molesté, ce qui a été filmé, sinon corroboré, enfin filmé par une
une caméra vidéo nocturne qui ne montre à peu près rien. En tout cas, on n'entend pas du tout les propos qu'elle prête aux policiers qui l'auraient naturellement agonie d'injures racistes. Et en revanche, on entend le policier dire quelque chose qui est à mon avis beaucoup plus grave que n'importe quelle injure raciste. Il dit « la loi, c'est moi ». Ce qui est totalement dément, ce qui prouve que... Je suis désolé de le dire. Non, mais c'est surtout, ça prouve que cette société est devenue folle. Notre société est devenue folle à partir du moment où un petit flic peut se croire investi de l'identité de la loi. Il dit la loi, c'est moi. Il est le serviteur de la loi. Il n'est pas la loi. Si je peux me permettre une remarque. Oui, bien sûr. Ce n'est pas plus ridicule de dire la loi, c'est moi que de dire la loi, c'est la Chambre des députés. Ah, tout à fait. Non, sauf qu'ils sont... Il vaut mieux 577 imbéciles plutôt qu'un seul. Au moins, on est sûr que c'est vraiment idiot. Parce que la loi n'est pas modifiable ni quoi que ce soit. Enfin, en tout cas... Voilà, la scène, elle est dérisoire par rapport aux centaines de flics qui se font insulter à longueur de journée partout en France, qui se font bastonner, jeter des cocktails Molotov, des cailloux, dont les voitures sont brûlées, etc. C'est totalement dérisoire. Et ça a été largement monté en épingle par les médias qui, une fois de plus, en font une arme contre la police. L'objectif étant à l'évidence de priver la police de tout ressort face à l'occupant. Ça, c'est absolument clair. Comme on a déjà prévu les professeurs. Voilà, comme les professeurs, comme bien d'autres professions. Et d'ailleurs qu'ils méritent, je lisais tout à l'heure, je crois que c'est dans le Monde, un article sur le fait que sur la délinquance ou l'insécurité dans les établissements scolaires et le fait que dans certains établissements scolaires, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y a 6000 plaintes par an pour agression de professeurs par des élèves. 6000 par an. C'est-à-dire, ça fait quand même beaucoup pour un seul département français. Donc certains proviseurs on dit proviseurs encore ou on dit quoi? On demandé à la police, ont installé une espèce de ligne rouge, des lignes d'urgence avec le commissariat local pour leur permettre des interventions rapides en cas d'agression trop violente. Et un magistrat a cette phrase extraordinaire, il dit « Je redoute que l'on tende vers la tolérance zéro en ce qui concerne la délinquance dans les lycées. » C'est quand même... Oui, absolument. Voilà, il dit ça. Je crains ou je redoute, je ne sais plus exactement. Il y a une émission. C'est un magistrat qui dit ça, vous voyez ? À la télé. Alors, c'est intéressant parce que... Ça ne peut pas être un professeur, ça c'est sûr. Oui, le professeur, lui, il préférerait... Mais le magistrat, je suis sûr qu'il est pour la tolérance zéro en ce qui concerne la délinquance dans les tribunaux. Lui, si on venait lui casser la figure... Il a suffisamment de travail par ailleurs. Mais, voilà. Mais en tout cas, il redoute ça. Je ne sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'est dans le Monde. Alors... cette médiatisation outrancière de ce tout petit incidenticule de la circulation, il faut la comparer avec l'extraordinaire réserve qui a été observée par la même presse dans un incident qui est, alors là, lui, que je n'oserais pas qualifier d'incidenticule. Je lis dans Présent, dans l'excellent quotidien Présent, l'information suivante. Jacques Yaguiayan, coiffeur d'Anières, d'origine arménienne, âgé de 29 ans, arrivé du Liban il y a 10 ans sans parler un mot de français, aujourd'hui parfaitement intégré dans son pays d'accueil. C'est vrai qu'il est tellement intégré que maintenant il est carrément à 6 pieds sous terre dans le pays d'accueil. Donc on ne peut pas être mieux intégré que ça. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon, Jacques Yaguian ? Eh bien, avec sa femme Nathalie, il va un soir à Nanterre chercher sa fille de 7 ans, qui est gardée par les parents de Nathalie. Et c'est dans un immeuble de la cité du Vieux-Pont à Nanterre. Dans le parking de la cité, il retrouve le frère de Jacques, écrit Caroline Parmentier, avec qui ils doivent passer la soirée. À quelques mètres d'eux, un groupe d'une dizaine d'adolescents. L'atmosphère est oppressante. Tous nous regardaient agressivement, raconte Nathalie. Jacques Yaguian n'est pas du genre à baisser la tête ni à raser les murs. Il se rapproche de la bande et les interroge sur leur comportement. Il y a un problème. Ce que l'AFP, c'est l'agence française de propagande, décrit comme une parole déplacée. Le ton monte, Jacques leur demande de regarder ailleurs. En fait, il semblerait qu'il se soit montré particulièrement grossier avec la femme de ce Jacques Yaguian.
L'un des jeunes donne le signal, 2 individus un peu plus âgés sortent du groupe et se ruent sur lui, alors qu'il est au sol. Alors écoutez bien, hein. Alors qu'il est au sol, il le roue de coups, le frappe à coups de pied. L'un des agresseurs sort un couteau et lui emporte plusieurs coups atteignant le cœur et la carotide. Alors que la victime agonise dans une mare de sang, son frère qui tente de s'interposer est lui aussi blessé à la gorge. Alerté par les hurlements de Nathalie, son père, âgé de 53 ans, quitte son domicile pour leur venir en aide. Il est à son tour atteint d'un coup de couteau au foie. Malgré l'intervention des secours, Jackie Aguian meurt quelques heures plus tard. Voilà. Eh bien, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas un gros consommateur de télévision, mais j'écoute beaucoup les radios, beaucoup les radios, et je lis tous les journaux. Eh bien, je crois pouvoir dire qu'on a parlé à peu près 50 fois plus de l'algarade entre le petit poulet et la marocaine sans permis que de l'assassinat de Jackie Aguian par une bande de voyous arabes et assassinat suivi de tentatives d'assassinat sur son frère et sur son père. Ça me paraît quand même assez démonstratif de l'attitude des médias qui étouffent systématiquement les actes de violence raciste contre les Français et montent systématiquement en épingle le moindre incident qui peut apparaître comme étant inspiré par une certaine hostilité à l'égard de gens qui sont chez nous et pas chez eux. C'est tenté qu'il y a hostilité, d'ailleurs, en l'occurrence. Non, je dis ce qui peut apparaître comme une hostilité, parce qu'en l'occurrence, c'est pas prouvé du tout. Moi, j'ai été arrêté plusieurs fois par des flics, parce que d'ailleurs, je suis pas un conducteur de génie, et à chaque fois, il y a une espèce d'agressivité qui est naturelle. Bon, c'est pas agréable, mais c'est vrai que le policier dit, montrez-moi les papiers du véhicule, il oublie de dire bonjour monsieur, est-ce que vous voudriez avoir l'extrême obligeance de bien vouloir me montrer les papiers de votre joli véhicule, s'il vous plaît, monsieur? Excusez-moi de vous demander pardon, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça devrait se passer comme ça. Mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, comme le dit le Parisien du 29 mars, il vaut mieux être délinquant que victime. Enfin, c'est pas le Parisien, c'est un lecteur du Parisien dont on s'étonne que sa lettre ait pu être publiée, et qui raconte cette histoire. Sa voiture lui a été volée en 88. L'auteur du vol a été pris et le jeune homme en question, c'est un cuisinier dans une maison de retraite. Déjà, il a un problème, c'est qu'il a un boulot. C'est embêtant, ça d'avoir un boulot. C'est déjà marginal. Marginal, on lui vole sa voiture. Donc il n'a plus de voiture, il est déjà doublement marginal. Et cet imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de voler aussi une voiture, il porte plainte. Alors, du coup, on arrête l'auteur du vol, qui est condamné par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 octobre 88. Il était condamné assez sévèrement parce que on le condamne à payer la voiture au prix de l'Argus. C'est-à-dire, en fait, ça s'appelle une vente forcée, quoi. Hein, il prend la voiture, puis après il dit au gars, je te la paye. Seulement, comme lui, il n'a pas de travail, et donc il n'a pas d'argent, il n'a pas payé. Alors le jeune homme, lui, à qui on avait volé la voiture, il doit être un peu coin sur les bords, il s'est dit, s'il ne me paye pas ce qu'il me doit, je vais faire comme le fisc. C'est-à-dire, je vais lui envoyer un huissier. Alors il a pris un huissier de justice, le mot est joli, huissier de justice, de Vitry-sur-Seine, qui est allé voir, enfin qui prétend être allé voir en tout cas le voleur d'automobile à pétrole, et il lui a réclamé le versement immédiat d'une partie de la somme. Et puis naturellement, le voleur en question a dû dire à l'huissier, si jamais il l'a vu d'ailleurs, ce qui reste à prouver, d'aller se faire cuire une paire d'œufs. Et l'huissier est rentré voir le jeune volé et lui a dit, monsieur, j'ai pas rapporté d'argent, mais ça m'en rapportera quand même parce que vous me devez le prix du déplacement, c'est-à-dire 1248 francs et 0,8 centimes. Alors le jeune homme lui a dit, mais moi j'ai pas d'argent, puisque je suis le volé dans l'histoire, je suis pas le voleur. Alors l'huissier lui a dit, non, ça ne marche pas. Donc il lui a fait, il a introduit une action, enfin un commandement de payer, ce qui revient à dire que la victime devient l'auteur d'un fait répréhensible, puisqu'elle ne paye pas à l'huissier, qui peut entraîner une suite judiciaire avec paiement immédiat de la somme due à l'huissier, plus l'amende, plus les frais. Mais lui, étant donné qu'il est cuisinier dans une maison de retraite et salarié, il va payer, parce qu'on va tout simplement bloquer son compte en banque. Et comme il résiste quand même, et bientôt la somme due à l'huissier va être supérieure à celle qui est due à la victime.
Et comme ce jeune homme a quand même un salaire considérable, puisqu'il gagne 6 000 francs par mois, quand même. L'huissier, lui, en à peu près 10 minutes, il a empoché 1300 balles. Mais si tant est qu'il soit allé au rendez-vous en question. Si tant est qu'il soit allé. Moi, je me permets de douter, parce que je serais huissier. On me dirait, vous allez aller récupérer du fric chez un voleur de voiture multirécidiviste qui habite à la cité des 4000, par exemple. Je dirais, écoutez, oui, je vais y aller. Et puis, de quelques jours après, mais non, il n'a pas voulu payer. Oui, si. Et vous n'avez pas saisi l'appartement ? Non, parce qu'ils étaient quand même 17 dans l'appartement, et ils n'étaient pas d'accord. Voilà. Donc, voilà comment ça marche en France. Je sais même pas, est-ce qu'on a encore le droit de dire en France ? Je sais pas. Hein. Ah oui, parce que je vous signale quand même un titre assez beau qui était dans les journaux, c'est qu'on a accusé Laetitia Casta de moquer de patriotisme civique. Ah, c'est joli. Donc, le patriotisme est admis, toléré, lorsqu'il s'agit de payer ses impôts. C'est ça. Alors, à propos de Laetitia Casta, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut faire remarquer. C'est que quand Laetitia Casta, encore une fois, reste à prouver que c'est vrai, cette histoire. Parce qu'elle elle a dit que c'était pas vrai, qu'elle s'en voulait pas. Mais enfin, on fait comme si elle n'avait rien dit. Donc, on nous dit, Madame Laetitia Casta est partie en Angleterre pour ne pas payer d'impôts en France. Ce qui est très mal. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle veut garder plus d'argent à la fin du mois. Mais quand Mamadou vient en France du Mali pour gagner plus d'argent en France, c'est très bien. Surtout s'il en envoie plus. Surtout s'il en envoie plus au Mali. Moi, je voudrais qu'on m'explique la logique de ce système. Je publie dans le prochain numéro, alors là, vous allez rire, si j'ose dire, enfin, s'il vous reste encore un peu de zygomatique en état de fonctionnement, moi, les miens, ils sont fatigués en ce moment. Mais je publie dans le prochain numéro du Libre Journal, 4 places France Litz, vous pouvez le recevoir moyennant un carnet de timbres à 3 francs, de 10 timbres à 3 francs, c'est-à-dire une modique somme de 30 francs. Donc je publie la liste des médecins qui viennent d'être autorisés par arrêté du 13 mars 2000 à exercer la profession de médecin en France. Je vous recommande vraiment de la lire. Elle est très 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 intéressante. Et elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, on voit bien que il y a une espèce d'héroïsme chez ces gens-là qui fait que on leur dit à longueur d'année la France est un pays raciste, la France est un pays de racistes, la France est un pays de violence raciste, d'agression raciste, 69% des Français sont racistes. Et ces gens-là, qui sont médecins, qui pourraient avoir un statut quand même chez eux, un statut social, au Mali, au Cameroun, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, pourraient avoir un statut social de premier plan. De premier plan, enfin, bon, c'est pas des miséreux, ils sont médecins. Eh bien, malgré ça, ils n'hésitent pas à abandonner une belle situation dans leur pays pour venir en France exercer leur profession, c'est-à-dire apporter en quelque sorte des soins aux Français. Il n'y a pas assez de médecins en France, tout le monde le sait. Je crois qu'il n'y a pas plus de 30 ou 40 000 jeunes médecins au chômage en France en ce moment. Donc c'est vraiment... il n'y a pas assez de médecins en France, il en faut, on en a besoin, ils sont bien gentils de venir nous aider. Et ils sont héroïques puisqu'ils viennent en plus dans un pays raciste. Donc on risque de leur vie, de leur dignité, de leur sécurité. Moi je crois vraiment qu'il faut maintenant prendre des mesures. Et il faut faire une grande campagne en Afrique en disant ça sert plus à rien de dire aux Français vous êtes racistes. Ils le savent, ils le revendiquent puisqu'ils ont fait. L'autre jour ils ont répondu dans un sondage à 69% qu'ils étaient un peu racistes, un tout petit peu racistes, assez racistes. Bon, alors ils le savent, donc on le sait. Ça, c'est plus la peine de faire des campagnes. C'est pas en France qu'il faut faire des campagnes contre le racisme, parce que les Français le savent et ils s'en vantent. Il faut arrêter ça. Ça sert à rien. Vous les confortez dans leur racisme. Si vous dites tout le monde est raciste en France, où il y a beaucoup de racisme, c'est à l'évidence une erreur. Ce qu'il faut dire en France, c'est il faudrait tenir un discours un peu plus branché. Il faudrait dire c'est pas cool d'être raciste. C'est pas chébrant d'être raciste. Plus personne n'est raciste. Comme on pourrait dire, plus personne ne porte des chaussures à lacets. Maintenant, on porte des basques. Hein? Non, je parle des gens vivants, pas des gens comme nous qui ont dépassé 30 ans, c'est-à-dire les futurs cadavres. Je veux dire, les gens qui existent, quoi, les jeunes quelque part. Alors eux, ils portent plus de chaussures à lacets, ils portent plus de cravate, ça c'est nul de porter une cravate, c'est pas cool. Le racisme, c'est comme une cravate, c'est pas cool. Voilà ce qu'il faut dire en France, au lieu de dire c'est mal et tout, parce que comme il y a aussi, vous savez, l'idée de transgression, les gens, si vous leur dites c'est mal, ils ont tendance à le faire. Vous voyez bien, on leur dit c'est mal de fumer du hache, ils fument tous du hache. Tant mieux, d'ailleurs, ils en crèvent. On peut pas demander mieux. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus ?
Tandis que si on leur dit c'est pas branché, ils vont arrêter d'être racistes, vous voyez. Il faut leur dire Laetitia Casta n'est pas raciste. Mais vous savez que vous devriez dire le contraire de ce que vous dites quand même. Oui, non, mais je crois vraiment ce que je dis. Non, mais je suis convaincu. Ah bon, ça... Mais ce n'est pas le discours que les gens qui écoutent Radio Courtoisie pour le critiquer attendent de vous. Oui, mais moi je suis un inadapté. Je m'attendais à ce que vous disiez, ce n'est pas en France qu'il faut dire que les Français sont racistes. Il faut aller le dire dans les aéroports de départ. Mais c'est ça, non. Alors il faut informer. Moi je crois que le problème des Africains, en général, c'est qu'ils ne savent pas où ils vont. Vous comprenez ? On leur a appris, depuis l'époque de Jules Ferry, depuis la colonisation, on leur dit la France, mère des jeux latins, des vœux et grecs. Non, c'est pas ça. C'est l'ère des arts, des armes et des lettres. Bon. Des lois. Des lois, pardon. Et des lois. Oui, vous avez raison. Et des lettres aussi, d'ailleurs. Et puis on leur dit en plus, la France, c'est l'inventrice, l'inventeuse l'inventatrice des droits de l'homme. C'est là qu'a été inventée la Constitution, ce qui est faux d'ailleurs, c'est en Amérique, mais ça on n'est pas censé le savoir. Donc, c'est une invention quand même qui est plus ancienne et dont Montesquieu a lourdement participé. Ouais, il n'a pas lieu de s'en vanter, c'est pas pour dire, mais enfin bon. En tout cas, ces pauvres gens, ils viennent chez nous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont affrontés à l'horrible tragédie du racisme imbécile et quotidien et sauvage des Français. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'agressions racistes qu'il y a en France toutes les semaines. C'est effrayant, tous les jours, on pourrait dire toutes les heures, à chaque instant. Donc il faut les prévenir, il faut leur dire, ne venez pas en France, enfin n'allez pas en France, ils sont au départ, n'allez pas en France, vous allez en enfer, surtout si vous êtes médecin. Eh bien, ils ne veulent pas comprendre, ils restent quand même. Donc c'est la preuve que le racisme des Français n'est peut-être pas un vrai racisme. Parce que si c'était un vrai racisme... Alors là, je vous laisse la responsabilité. Mais non, parce que on nous serine tellement avec cela que d'abord, si c'était vrai, on craindrait de le dire. Et puis ensuite, on se croit raciste simplement parce qu'on a pris une place de stationnement, alors que peut-être quelqu'un risquait d'arriver de couleur un quart d'heure plus tard pour la prendre. Mais en plus, moi je vous laisse la responsabilité de ces assertions, parce que je vous signale que la presse, les médias, et le rapport machin a décidé que nous étions racistes. Alors, je ne sais même pas si on a le droit. Mais j'affirme que si les gens qui le disent le croyaient, et on sait qu'ils ont l'habitude de ne pas tellement croire ce qu'ils disent. Ah oui. Ils emploient souvent la méthode Coué aussi, et dans ce domaine comme dans les autres. C'est aussi un bon système pour rendre les gens racistes, mais ils ne réussissent pas, parce qu'on voit assez rarement, en fait, des racistes au sens où ils l'entendent. S'ils étaient vraiment convaincus que les Français sont racistes, ce grand amour qu'il porte à l'humanité ferait qu'il préviendrait les éventuelles, les potentielles victimes du racisme. Et ils iraient dire les Français sont racistes dans les aéroports de départ. Tant qu'ils le diront uniquement en France, c'est qu'ils ne seront pas très convaincus de leur discours. Ben c'est bien dommage, parce qu'on va finir par croire que les hommes politiques ne disent pas toujours la vérité. Alors là, quand on en sera arrivé là, vous verrez, ça finira mal. Il y aura des gens qui ne croiront plus à la démocratie. Moi, je vois ça pointer, ça m'inquiète beaucoup. Enfin... Alors, en attendant, il y a encore des gens qui croient à la démocratie. C'est par exemple mon excellent camarade Alexandre Chabanis qui a décidé de lancer, avec un certain succès d'ailleurs, l'opération États généraux du peuple français sur l'immigration. Et ça a déjà commencé, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, ça commence à sortir un petit peu dans la presse, et même d'une façon assez retentissante, puisque le Courrier Picard, qui n'est pas du tout un petit journal, qui est un grand quotidien local, enfin de province, a publié un article d'une demi-page sur le projet d'Alexandre Chabanis, qui est en pleine évolution, en pleine progression. Et alors, beaucoup de projets sont en cours. Il est d'ores et déjà décidé que les États généraux du peuple français sur l'immigration auront lieu en septembre à Paris. Pour ça, une affiche est en préparation. Alors l'affiche, elle est faite, elle est dessinée. Je signale que Alexandre Chabanis a le papier, mais il cherche un imprimeur qui pourrait travailler à un prix plus que raisonnable, parce que cette affaire étant marquée du sceau du désintéressement et même de la pauvreté, les moyens sont très très modestes. Donc il faudrait un imprimeur qui accepte de consacrer un peu de son temps et un peu de son encre à imprimer quelques dizaines de milliers d'affiches, le papier étant fourni par un généreux donateur.
Je signale qu'il faut donc, si on veut participer à cette opération, il faut entrer dans le système, c'est-à-dire écrire à Chabannis. Son adresse, c'est 34 Grande Rue à Bessancourt. 95, quoi, Bessancourt. Vous n'avez pas l'adresse? Et moi non plus. Mais enfin bon, c'est à Bessancourt, je crois que c'est 95. Si on peut me communiquer l'adresse, j'en aurai beaucoup de reconnaissance à la personne qui me donnera ce renseignement. Et donc, on recevra à ce moment-là tous les moyens propres à porter cette action jusqu'à non pas son terme, mais à son véritable commencement. Cette affiche, je le rappelle, de 1 mètre, ce sera une grande affiche de 1,10 m sur 70 cm, annoncera septembre 2000, réunion des États généraux du peuple français sur l'immigration et l'intégration, tous à Paris pour ces États généraux. D'autre part, Alexandre Chabannis cherche, pour mener cette action à bien, un local sur Paris, parce que Bessancourt, c'est pas très très commode, ne serait-ce que pour les visites, pour le courrier, etc. Donc si vous avez un tout petit local, c'est pas la peine d'avoir une suite au Ritz, un simple local où on peut mettre un bureau suffira. Et Alexandre pourra préparer ce travail sérieusement. Ça se passera de la façon suivante. Il y aura donc 2 jours d'états généraux à Paris. Le samedi, les commissions établiront le texte définitif du référendum qui sera proposé, motivation et questions. Dans la nuit, le texte sera imprimé et il sera distribué le lendemain au cours d'une grande réunion publique. Et donc les participants à cette réunion publique pourront regagner leur ville d'origine, leur quartier, leur province, avec des paquets d'imprimés qu'ils pourront distribuer à leurs voisins, à leurs amis, et par tous les moyens possibles et imaginables pour, alors là, entamer vraiment la démarche de lancement de cette demande de référendum. Je dois vous dire une chose, c'est que, curieusement, il semble que cette initiative soulève des inquiétudes. Alors, il faut bien comprendre que c'est une initiative qui est parfaitement légale, qui s'inscrit dans un cadre parfaitement légal et qui n'est pas du tout destinée à remettre en cause les fondements de la République. Vous connaissez mon attachement à la République. Donc, nous avons là-dedans une attitude parfaitement citoyenne, c'est bien clair. Il est inutile de s'inquiéter. Il y a un monsieur qui a envoyé une lettre très gentille en expliquant qu'il approuvait totalement l'initiative d'Alexandre Chabannis, d'autant que lui avait été pendant la guerre résistant, qu'il était médaille de la résistance, croix de guerre, médaille militaire, légion d'honneur et tout ce qu'on peut espérer de mieux, et qu'il était tout prêt à s'associer à cette initiative, mais bien entendu pas en donnant son nom, parce qu'il avait peur d'avoir des ennuis. Donc, ce qui prouve quand même que un gars qui a été capable d'affronter l'occupant allemand en 1942, 43, 44, il a peur aujourd'hui d'affronter la pensée unique. C'est quand même, ça montre à quel point de terrorisme intellectuel on en est arrivé. Voilà, Je vous donne l'adresse de Voilà, M. Chabannis. merci. C'est bien 34 Grande Rue et 95 550 à Bessancourt. Et le téléphone fax, c'est le 01 30 40 03 71. Je répète, 01 30 40 03 71. Et donc, je crois qu'il y a là, on a 6 mois pour préparer cette opération. Elle peut être une réussite, elle peut être un échec, mais elle peut être une réussite totale. Elle peut être vraiment quelque chose qui fera du bruit dans Landerneau et même dans Bessancourt et même dans les quartiers avoisinants, à condition de s'y attacher, de le faire avec persévérance, avec volonté et dans l'union, c'est-à-dire vraiment en abandonnant nos habituels querelles de Gaulois, savoir si MN est mieux qu'FN ou si Totor vaut mieux que Alfredo. L'objectif est un objectif de rassemblement, c'est un objectif d'union, c'est un objectif précis qui porte sur le droit des Français à gérer l'immigration qui est chez eux, à l'accepter ou à ne pas l'accepter, à la choisir et à savoir quelle forme d'immigration ils veulent ou ils ne veulent pas. Ça fait encore partie des prérogatives des citoyens libres dans un pays libre. J'ajoute que je vous ai dit qu'il y aurait une journée, donc la deuxième journée serait une grande réunion
avec des discours, des prises de position. Je signale que Alexandre Chabanis a décidé de recevoir dans cette réunion tous les responsables politiques qui voudraient y participer, sans aucune exclusive. C'est-à-dire que, par exemple, si le maire de Vitry, celui qui, il y a quelques années, le maire communiste de Vitry, qui il y a quelques années faisait détruire à coups de bulldozer les foyers d'immigrés, veut venir participer pour rencontrer des gens comme les maires Front National qui, eux, n'ont jamais fait ce genre de choses, eh bien, il est parfaitement libre de venir. Il sera reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Je peux pas en dire plus, s'agissant d'un communiste. Mais non, voilà, enfin, n'importe qui peut venir, il sera très bien reçu. Voilà, on a 6 mois pour préparer ça, et je signale quand même que c'est une affaire qui n'est pas gratuite. C'est-à-dire que, contrairement à toutes nos attentes, les PTT, les télécoms continuent à réclamer de l'argent pour le téléphone, et les PTT refusent d'offrir les timbres, par exemple. Donc, si vous avez la possibilité d'envoyer un petit chèque à Chabanis, vous l'envoyez au nom de Chabanis, car pour l'instant, il n'y a pas d'association. Tout l'argent qui est utilisé et qui est dépensé pour acheter du papier, des timbres, des enveloppes et pour payer des téléphones. Voilà, pour l'instant, ça sert à ça. Si ça prend des proportions importantes, le nécessaire sera fait, et de toute façon, la comptabilité est parfaitement tenue, et très sérieusement tenue. Vous pouvez être parfaitement rassuré sur ce point. Voilà, on répète l'adresse de cette opération. Alors, Monsieur Chabanis, 34 Grande Rue, 95 550, Bessancourt, téléphone fax 01 30 40 03 71. Voilà, la question est de savoir ce que vous voulez, ce que veulent les Français. S'ils veulent continuer à vivre en état de dimitude dans un pays occupé, ben alors c'est tant mieux, alors tant pis. Et s'ils veulent vraiment prendre leur avenir en main et résister contre ce qui est en train de se passer, contre l'extraordinaire délabrement qui est en train de se produire, je rappelle qu'aujourd'hui même à Marseille passe en procès un jeune arabe qui a tué à coups de sabre un père de famille dans une cité. Avec le père de famille passe en procès ou le... Non, parce que le père de famille est mort, Dieu merci. Parce qu'autrement, il aurait pu avoir de gros problèmes. Mais comme il est mort, il est tranquille. Enfin, je pense, sauf si on le déterre pour le pendre, ce qui peut encore se faire maintenant. Il paraît que ça. Mais voilà, donc c'est le jeune tueur qui passe en procès. Mais on nous a déjà expliqué, les radios nous ont déjà expliqué que c'était quand même un drame de la misère. C'est bien clair. Ça n'a rien à voir avec le racisme, ça. Voilà, des messages, des réactions, des protestations, des injures. Pas d'injures, tout le monde vous aime. Merci. Et continuez, nous dit cet auditeur, de dire et de répéter que la France est raciste, et qu'elle est un enfer pour tous les immigrés. Comme grâce... Pas moi qui le dis. Comme grâce au... Oui, de répéter donc ce que vous avez entendu dire. Moi j'entends bien, j'entends Jospin, j'entends les gens de la LICRA, du MRAP, les gens de Charlie Hebdo, les gens de Libération, les gens du Monde. Le Monde, un portrait de la France dans le monde qui est totalement terrifiant, vous comprenez ? Et comme grâce aux satellites, on nous entend en Afrique du Nord, voilà qui va régler la question. Oui, c'est une œuvre de salubrité. Moi, je trouve que c'est tellement scandaleux le racisme qu'il faut absolument prévenir les malheureuses victimes potentielles de ce qui risque de leur arriver. C'est tout, voilà. Et à propos de Laetitia Casta, je suis intervenue, nous dit cet auditeur, à propos de Laetitia Casta, c'est elle qui fait remarquer aux Français qu'il est abusé, aux Français qui sont abusés par le fisc. J'ai aussi dit, à l'émission de RTL, donc, qu'il était normal qu'étant en Europe, Mademoiselle Casta choisisse le pays de l'Union européenne qui soit dans ses intérêts. Bien sûr, j'ajouterai une chose quand même, ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça m'inspire quand même cette réflexion. C'est que l'indignation des politiques face à la supposée fuite fiscale de Madame Casta me fait bien rigoler. Et il y a autre chose qui me fait bien rigoler, c'est par exemple l'incapacité formidable dans laquelle la justice française est de récupérer Monsieur Sirven. Tout le monde sait où est Monsieur Sirven et on n'arrive pas à le rattraper. Tout le monde sait où est Monsieur Rezala, Ahmed Rezala, poli assassin supposé de jeunes femmes françaises,
qui lui n'est pas du tout poursuivi pour racisme, il est détenu dans une prison au Portugal. Et on n'arrive pas à le récupérer. Il n'y a rien à faire pour récupérer M. Rezala. Pourquoi ? Parce que M. Rezala ne veut pas rentrer en France. Et il préfère rester dans les prisons portugaises, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il est peut-être, comme c'est plus méridional, il est peut-être plus à l'aise. Et il utilise toutes les astuces de procédure pour ne pas être extradé. M. Sirven, lui, on sait très bien pourquoi il ne veut pas rentrer en France, mais ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi la police et la justice française ne sont pas capables de le récupérer. Parce que je me souviens qu'il n'y a pas très très longtemps, il y a un monsieur qui est parti à l'étranger pour se planquer, et lui, alors il n'y a pas eu de problème d'extradition, il n'y a pas eu de problème d'éloignement, on n'a pas demandé l'avis de la police suisse pour l'arrêter ni rien, on a envoyé un hélicoptère avec 2 flics, ils l'ont chargé à bord, ils l'ont ramené en France, mais c'est vrai qu'il s'appelait monsieur Papon. Alors on a mis exactement 2h30 pour aller choper Papon, qui était planqué dans un hôtel du Valais, et ça fait des mois qu'on dépense des millions pour attraper cette petite ordure sanglante de Ahmed Rezala, et qu'on planque M. Sirven, parce que tout le monde sait que le jour où M. Sirven va rentrer en France, ça va être l'explosion atomique. C'est-à-dire que toute la classe politique française va être caramélisée en 4 secondes et demie. Ce mec va dire, j'ai donné tant à un tel, j'ai donné tant à un tel, j'ai financé tel parti, j'ai offert tel voyage à un tel, j'ai offert tel putain à tel ministre. Oh, ben mes amis, vous avez voulu de moi en France, et ben vous n'allez pas être déçus du voyage. Voilà ce qui va se passer. Et ils font tous dans leur froc à l'idée que M. Sirven pourrait rentrer. Alors on envisage peut-être de voir si on pourrait pas envoyer un juge d'instruction pour voir si d'une certaine manière il accepterait pas de ne rien dire au juge d'instruction sous le contrôle d'un juge d'instruction, je sais pas quoi, thaïlandais, philippin, moi je sais pas où il est, puis je m'en fous en plus. Mais voilà la situation, voilà. Quand les Français croient qu'ils vivent dans un pays de droit où la légalité est respectée, où l'égalité entre les citoyens est respectée, ça veut dire une chose. Ceux qui croient ça, je suis désolé de vous le dire, ce sont des imbéciles. Ça porte un nom, ça s'appelle des imbéciles. C'est d'ailleurs ces imbéciles-là qui votent socialisme, ou qui votent RPR, ou qui votent UDF, qui votent, quoi. Voilà. En gros, on reconnaît un imbécile à 2 choses. Premièrement, il dit « j'ai confiance dans la justice de mon pays », et deuxièmement, il va soigneusement voter les jours d'élection. D'autres messages ? J'ai plusieurs messages sur le même sujet. Qu'est-ce que c'est cette manifestation du 13 mai 2000 organisée sur le même thème par Monsieur Lambert ? C'est parmi toutes les activités qui sont proposées aux Français pour essayer de les réveiller sur la question de l'immigration. J'ai parlé plusieurs fois, monsieur, de cette manifestation qui est prévue pour le 13 mai, mais elles ne sont pas contradictoires, puisque celle-là, le 13 mai, et la manifestation prévue par Chabannis est au mois de septembre. Je pense qu'on a quand même les moyens physiques et intellectuels de faire 2 manifestations à propos de l'immigration dans l'année. J'ajoute que Georges Clément, qui était dans l'émission de Jean Ferré d'ailleurs lundi, et qui est un des animateurs de la manifestation du 13 mai, est venu plusieurs fois en parler à ce micro, et qu'il a dit plusieurs fois qu'il s'associait à l'initiative d'états généraux sur l'immigration et l'intégration. Alors bouchez-vous les oreilles parce que 1000 compliments pour votre courage, aussi bien à Radio Courtoisie qu'à travers le libre journal de la France courtoise. Une très fidèle auditrice. Merci chérie, c'est gentil d'avoir téléphoné. Il n'y a pas qu'elle. D'abord, c'est une auditrice, mais maintenant c'est un auditeur. Alors vous allez me dire que c'est votre fils. À mon avis, si Serge Le Becquetch mettait une salopette et un gros nez rouge, il pourrait remplacer Coluche. Je l'adore. C'est très gentil, mais alors, sachant qu'il est Coluche... On n'a peut-être pas la même opinion de Coluche. Pas vraiment, non. Il faut lire madame le... Asseyez-vous, docteur, je vous en prie. C'est le docteur Oudray qui vient de faire son entrée et qui va nous parler des plantes médicinales tout à l'heure. Il faut lire le livre de Madame Coluche de l'ex-compagne, comme on dit élégamment, de Coluche, pour mesurer ce qu'était réellement ce personnage. Et vous comprendrez que votre compliment qui est inspiré oui, mais c'était pas le personnage, c'était ce qu'il racontait. Oui. Les sketchs en particulier, il y en avait quand même certains qui étaient très bons. Mais ce n'est pas par hasard que M. Coluche est tellement sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Quand vous vous rendez compte, il y a des lycées qui s'appellent lycée Coluche en France. Oui. C'est formidable. C'est enfin, tandis que je suis à peu près tranquille, je serais bien étonné qu'il y ait un jour un lycée Becquetch. Lycée Papillon, plutôt. La mairie de Vitré a changé. Maintenant, c'est M. Audoubert. Le maire de Vitré a changé. Maintenant, c'est M. Audoubert. Ah bon. Et puis alors... Mais il est de quelle je ne sais pas. Obédience du Grand Orient ou Grande Loge? Et alors, j'ai une information curieuse. J'ai acheté le libre journal dans une librairie. C'est très bien.
Ça doit être un abonné qui revend ces exemplaires. Je vois pas d'autre explication. Et puis, je voudrais vous lire un message parce que c'était adressé à Bernard Lugan, mais c'est d'un auditeur de Nantes qui a été tout récemment abonné à TPS. Donc je vous le lis quand même. Ah oui. Heureux d'écouter Radio Courtoisie depuis Nantes et tout particulièrement le professeur Lugan en ce 5 avril 2000, 100e anniversaire jour pour jour de la mort au champ d'honneur à Boschoff, au Transvaal, pendant la guerre des Boers, du colonel de Villebois-Mareil, dont la mémoire est si chère au professeur. Je suis allé ce matin fleurir le monument élevé au colonel de Villebois-Mareil, nantais de naissance, et pour lequel la mairie socialo-écolo communiste de Nantes avait bien entendu pas organisé de cérémonie officielle. Encore heureux que le projet sectaire du maire de Nantes, qui souhaitait déboulonner la statue du colonel, ait été abandonné. Il est sympathique ce message, mais quand même il pue l'arnaque, parce que c'est pas Lugan qui parle, je vous le signale. Non, l'explication c'est qu'il a été envoyé par quelqu'un qui croyait que ce serait Lugan. J'ai regardé l'heure, il a été envoyé à 18h02. Donc pendant que ce monsieur passait le fax, après en revenant, il a découvert avec horreur que le professeur Lugan qui l'attendait s'est transformé en Serge de Bécoluche. Mais non, mais je l'ai lu parce que c'est parce qu'il est abonné à TPS et qu'il nous téléphone de Nantes. Alors pour vous abonner à TPS, il faut dire à vos amis, on l'a répété 10 000 fois, mais je le répète quand même, pour s'abonner à TPS, téléphonez à vos amis qu'ils doivent appeler le numéro 0803 803 000. Et là, ils vont avoir toutes les explications. J'ai fait l'expérience, ça marche. Voilà. Que pensez-vous de l'agression du colonel Mangin par 8 agents DRG ? Je pense que c'est bien fait pour lui. Voilà ce que j'ai à dire. Henri de Man disait de l'occupation allemande que c'était une défaite délivrance. C'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça, oui. Henri de Man. C'est un Belge, ça ? Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle a dû en faire pareil. Bon, c'est tout pour le moment. C'est bien. Alors, voilà, fin du débat politique. Maintenant, Vincent Bertheret, vous avez la parole. J'ai senti que vous reteniez. Vous ne vouliez pas vous engager dans le débat politique dans la première partie de l'émission. Je comprends votre prudence et je la salue. Mais je voudrais vous poser une question qui me brûle les lèvres depuis maintenant, et ça commence à devenir douloureux parce que ça fait c'est pratiquement depuis le 1er janvier. Vous êtes allé depuis la tempête à Versailles. Bien sûr. Donc vous avez vu les dégâts. Et d'abord, est-ce qu'ils sont aussi tragiques, importants, effroyables qu'on l'a dit dans les premières heures qui ont suivi? Je n'ai pas une connaissance exhaustive de ce qui a été dit, mais je peux dire que c'est une calamité épouvantable. Ouais. Que par chance, contrairement à la tempête de 89 qui avait cassé une statue, l'Asie, dans les Jardins Nord, qui a été très bien restaurée d'ailleurs depuis, cette catastrophe n'a rien cassé d'artistique. Il y avait une photo très très belle en même temps, très belle, très poignante. Je crois que c'est dans le Figaro Magazine, vous voyez que j'ai vraiment des lectures inavouables, qui montrait une statue couverte de mousse et qui était ensevelie sous les branches, qui avait été abattue par un arbre. Vous l'avez vu cette photo ? Je n'ai pas cette chose en tête, mais je peux vous affirmer qu'on pouvait prendre des statues recouvertes de mousse ensevelies sous les arbres avant la tempête. Ah oui, d'accord. Bien. Et alors donc, c'est vraiment une catastrophe. Ah oui, c'est catastrophique. Alors la chance qu'on a, en quelque sorte, c'est que cette tempête s'est abattue sur le petit parc. Et les jardins, qui ont été l'objet d'une grande campagne de repeuplement ou de replantation ces dernières années, ont été épargnés. Il y a quelques arbres, bien sûr, qui ont souffert, mais ces arbres, actuellement, sont des petits arbres, qui évidemment aussi sont beaucoup moins satisfaisants pour l'œil que les frondaisons qu'il y avait auparavant.
Mais pour nos Dieu petits-enfants, merci, qu'est-ce que ça sera chouette. Pour nos petits-enfants, qu'est-ce que ce sera chouette. Et si nos parents l'avaient fait, nous aurions maintenant des arbres adultes et cette plantation, c'est de la faute nos de parents, personne. c'était des salopards, ils ont voté De Gaulle, alors. C'est la preuve quand même qu'il y avait un problème. Enfin, on conçoit aussi que on ait hésité avant de couper ces arbres qui étaient quand même assez beaux, en tout cas visuellement, même s'ils étaient malades. Et donc, c'est nous qui avons maintenant les arbres nouveaux, beaucoup moins satisfaisants pour l'œil, mais heureusement, ces arbres de petite taille ne sont pas abattus et donc n'ont rien cassé dans les jardins. Quelles sont les essences principales qu'on trouve dans les jardins, alors Alors, je vais vous répondre ce que m'a répondu une certaine maison d'édition il y a quelques années, à l'époque où je voulais faire éditer mon livre sur Versailles, que ce livre ne contenait pas suffisamment de documents d'horticulture. Et on va avoir d'ailleurs ce n'est pas du tout mon objet. Alors je connais les essences des arbres comme tout le monde, je n'ai aucune prétention. Il y a des chênes, des ormes, des marronniers, des châtaigniers. On pourra poser la question dans la deuxième partie de l'émission, pardon de vous couper, parce que Cécilia reçoit quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Monsieur Alain Baraton, jardinier en chef des jardins de Trianon. Oui, c'est lui qui a le plus souffert. Je pense que lui pourra faire un point avec Cécilia sur cette et parler des immenses tulipiers qui se sont abattus et on imagine quelle était la force, la puissance du vent. Est-ce que vous y voyez, vous, qui êtes quand même dans votre livre des jardins versailleurs, montre que vous avez un tropisme, si j'ose dire. C'est pas mal ça. Le tropisme est réservé aux monocellulaires, mais oui, je vais m'en contenter. Vous n'êtes jamais qu'un agglomérat de monocellulaires, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme nous tous. Docteur, vous avez c'est assez drôle aussi, sur le tropisme des monocellulaires. Ce que je disais, c'était que c'était le tropisme du cancer. Ah, c'est bien aussi. Oui, merci. Oui, voilà. Non, alors, continuons les approximations. Donc, vous qui avez plutôt toujours marqué un grand intérêt pour ces questions, voilà, c'est mieux pour ces questions qui sont de l'ordre du surnaturel ou de la transcendance. Est-ce que je préfère de beaucoup la transcendance au surnaturel, oui. Bien. Je prends déjà des leçons de piano, je sens que je vais être obligé de prendre des leçons de français en plus. Ça, c'est pour vous faire bisquer les leçons de piano. Oui. Donc, je disais, comme c'est un sujet qui vous intéresse, est-ce que vous y voyez un message dans cette catastrophe ? C'est-à-dire que je pense de plus en plus fort que ceux qui veulent voir des signes en voient partout. Ceux qui ne veulent pas en voir n'en verront jamais nulle part. Ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Je vous renvoie à cette phrase de notre Seigneur qui dit génération adultère. D'ailleurs, j'ai fait une remarque sur adultère tout à l'heure. Génération adultère qui réclamait un signe, vous n'aurez que le signe de Jonas. Alors, le signe de Jonas, vous le connaissez, Jonas s'est fait avaler par la baleine. Et donc il est resté dans l'obscurité pendant 3 jours, c'est un signe supplémentaire même. Enfin, ce que nous dit notre Seigneur, c'est que nous avons beaucoup de signes. Mais il y a un autre sens à ça. Enfin, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais l'autre sens de cette phrase de notre Seigneur, c'est la prophétie de la résurrection et du Saint-Suaire. Mais douloureux. Car le signe de Jonas, c'est le Saint-Suaire. J'aurais vu que c'était l'ensemble de la passion. Bien sûr, et de la résurrection. mais le signe visible. Le signe visible de cette passion et de cette résurrection, c'est le linceul de Turin. Voilà. Enfin bon, ça nous emmène trop loin de notre sujet. On peut toujours voir des signes. Il y a aussi ceux qui voient des signes là où il n'y en a pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est très en vogue, qui veut sortir un livre sur Versailles, qui sortira le 20 mai, et qui a fait une étude, paraît-il, sur la symbolique de Versailles. On va se marrer au moins. Oui, on va s'amuser. Oui, c'est Éric Orsena. Donc déjà, vous avez compris à quel point ce ne serait pas la peine d'acheter du poil à gratter. Et qui lui dit que tout commence dans que tout commence dans le lac des Suisses. Alors que tout le monde sait que tomber dans le lac, ça veut dire que tout s'achève. Et c'est un livre très intéressant dans lequel on nous explique, sans aucun argument et aucune référence à l'appui, que Louis XIV est le roi Soleil. Et qu'il avait autour de lui sa cour, comme dans les jardins, les nymphes servaient Apollon. C'est-à-dire tous les lieux communs les plus stupides, les plus éculés, les plus infondés qu'on entend depuis 200 ans sur Versailles seront dans l'anthologie de M. Orsena. C'est curieux d'ailleurs parce que Orsena, c'est un produit de l'île de Bréa,
qui est un lieu producteur de belles âmes en général. Et c'est un lieu qui porte à la méditation fructueuse. Et de pommes de terre. Et de bonnes pommes de terre aussi. Alors c'est peut-être ça aussi. Voilà. Non, mais alors, une grande chose quand même, j'ai regretté que vous ne soyez pas là. C'est l'autre jour, j'ai fait une conférence à la mairie du 16e, à laquelle, grâce à vous, j'ai eu beaucoup de monde. Et on a l'accoutumée, on écoute mon discours qui est un peu surprenant sur ces jardins de Versailles. Et à la fin, une personne sort et a dit « Il est complètement fou ce conférencier. Il ne sait pas ce qu'est Versailles. » Parce que si j'ai bien compris, je n'ai pas dit que Versailles, c'était le temple du soleil, voilà, dans lequel le roi Soleil rayonnait en aiguisant son orgueil. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement incapables de réfléchir en dehors des schémas qu'on leur a mis dans la tête quand ils avaient 3 ans et demi, qu'ils ont d'ailleurs toujours définitivement 3 ans et demi, et on peut leur apporter n'importe quelle argumentation, ils n'en sortiront pas. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que depuis que mon livre est sorti, il y a maintenant 4 ans, il y a des doctorats de philosophie qui se passent sur ce livre. Il y en a en épistémologie, il y en a en sémiologie, il y en a apparemment, en il y a quelqu'un qui veut faire un doctorat de psychiatrie. Là. Et donc, semblant porter un certain intérêt sans doute à la méthode que j'ai inventée, mise au point, qui m'a permis de faire ce décryptage. Et j'ai entendu des gens partir en hurlant caille-caille et au fou, mais ils ne m'ont jamais donné d'argument. C'était pas des auditeurs de Radio Courtoisie, ça. S'il y en avait qui par hasard tombent sur 95.6 ou sur TPS et qui étaient en désaccord avec ma méthode, j'aimerais qu'on me le dise, parce qu'après tout, on peut très bien imaginer que j'ai fait des fautes, je me sois trompé dans la dite méthode. Alors, puisque vous en parlez et qu'on a maintenant beaucoup plus d'auditeurs qu'il y a quelques mois, forcément, enfin même quelques jours, parce qu'avec le satellite, ça va très très vite. Hein, c'est probablement beaucoup écouté en province. J'aimerais que vous nous résumiez ce qui inspire votre livre. Donc, vous ne devriez pas me dire que maintenant, TPS faisait passer les voix de vos invités, parce que je ne vais pas dire en 3 minutes ce que mon livre contient. Non, c'est pas ça, mais il faut peut-être expliquer pourquoi vous êtes là aussi, parce que... pourquoi je suis là, c'est parce que je veux inviter. J'ai pas dit au début qui vous étiez, en fait, parce que je considère qu'on est en famille, je vous reçois régulièrement, et j'ai l'impression que tout le monde le sait. Mais il faut quand même préciser que vous êtes un personnage assez particulier. Vous êtes musicien, chef d'orchestre, historien, médecin. Non, je ne suis pas tout à fait médecin, pas tout à fait historien. Ouais. Vous êtes modeste, en tout cas. Disons, oui. Et vous êtes le grand spécialiste de Versailles. De la symbolique des jardins de Versailles. Alors, en 2 mots, j'ai, à force de recherche de philosophie, puisque c'est quand même la chose essentielle qui anime mon existence, de philosophie de l'art, d'esthétique, à force de recherche sur l'art, j'ai fini par découvrir que d'une façon générale, l'art jusqu'au siècle des Lumières, qui a tout éteint, l'art signifie, et principalement Versailles, signifie en utilisant, disons un message, en utilisant les symboles, les allégories, les signes, les conventions, tout ce qu'on peut imaginer, pour exprimer absolument ce qu'il contient. On a l'habitude aujourd'hui de dire qu'une sculpture est Vénus parce qu'elle est Vénus, ou qu'elle est Diane parce qu'elle est Diane, ou Hercule, etc. Et puis beaucoup de sottises sur les reines culottières ou autres bêtises. Eh bien, s'il y a des Hercules qui ont des feuilles de vigne et d'autres qui n'en ont pas, c'est pas parce qu'on a changé de régime et qu'on est passé d'un roi farceur et libidineux à une vieille reine encroûtée et rassie. Non, c'est parce que selon ce que Hercule exprime, ou selon ce que Bacchus ou autre exprime, il a à avoir ou pas une feuille de vigne. Quand Bacchus est en train de cuver son vin, il ne fait rien, il profite, il a une feuille de vigne. Quand Hercule abandonne son fils, il se conduit mal, il ne crée pas, il a une feuille de vigne. Quand Hercule est à un endroit d'un jardin où il veut nous faire comprendre que nous nous trompons, il a la massue levée. Sinon, si nous sommes dans la bonne direction,
on verra que le lion de Némée rit et que la massue est basse. Et autant de choses que l'on peut dire pour toute statue. Vénus est une femme qui a porté ô combien d'enfants. Eh bien, Vénus a des hanches larges. Diane, qui n'en portera jamais pour cause, a toujours des hanches très étroites. C'est pas parce qu'elle a un chien à côté d'elle qu'elle est Diane. C'est pas parce qu'elle tient un arc qu'elle a des flèches. Elle est Diane parce que d'abord, c'est une jeune fille qui exprime sa frigidité. Alors, mais ça, c'est le fruit de ces découvertes. Parce que on peut parler de découverte. N'ayons pas peur des mots, c'est une découverte. C'est pas simplement de la compilation de travaux qui ont été faits par d'autres. Ah non, là, je veux dire, je vais être assez cruel. Comme j'avais recherché à comprendre l'art depuis des décennies, depuis l'âge de 7 ans, j'étais obnubilé par l'impact que l'art a sur moi. Et comme ce n'est ni le Conservatoire national, ni l'école du Louvre, ni la Sorbonne qui m'ont appris quoi que ce soit dans ce domaine, ils m'ont appris beaucoup d'autres choses que je ne dénigrerai certainement jamais. Mais ils ne m'ont jamais rien appris sur ces choses essentielles qui fait que l'art, tout à coup, nous transperce. Et je me suis dit, vous avez oublié de le préciser, j'ai une maîtrise de physique. Je me suis dit, la philosophie n'a rien à... On aurait pu vite fait de dire ce que vous n'avez pas d'ailleurs, parce que... La philosophie esthétique m'a appris beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais elle ne m'a rien enseigné sur ça. Eh bien, je vais dorénavant utiliser mes connaissances de physique et je vais analyser l'art comme un objet. Cet objet, il a une forme, il a des dimensions. Est-ce qu'il y a des formes particulières qui font qu'on a tel ou tel sentiment ou ressentiment devant? Il y a des couleurs, des mariages, des réapparitions de suites de sons, comme des réapparitions de suites de formes ou de couleurs. Est-ce que c'est cela qui a un impact sur moi? Et ce faisant, j'ai appliqué cette méthode sur Versailles, et donc là, j'ai mis en évidence que du nord au sud, Louis XIV avait exprimé par ses jardins le chemin de l'humanisme, avec tout ce que comporte l'humanisme de profond, de puissant et de catastrophique, et d'est en ouest, ou plus exactement d'orient en occident, les chemins de l'honnête homme qui nous mènent à la bonne mort. Et si vous voulez faire cette visite avec moi... Depuis le temps qu'on doit faire ça, j'ai bien l'intention effectivement de vous suivre dans cette visite prochainement. Je voudrais dire... un petit fait personnel, qu'on me permette un fait personnel, comme on dit à l'Assemblée nationale, c'est que j'ai dû prêter votre livre, et j'en ai honte, parce que je ne devrais pas faire ça, sauf moyennant finance, vous connaissez la polémique actuelle autour du prêt payant dans les bibliothèques, à une dizaine de personnes. Et j'ai eu à chaque fois les plus grandes peines à le récupérer. Parce que les amateurs ne veulent pas ils veulent le garder. Alors je leur dis de l'acheter, ce qui me paraît une bonne idée, mais c'est un livre qui frappe énormément. C'est un livre qui joue un rôle très très important dans la vie intellectuelle. Cher ami Serge de Beckett, combien de fois avez-vous lu mon livre? 2 fois au moins. 2 fois au moins. Je l'ai lu. De bout en bout. Oui, absolument. Oui, je l'ai lu en le recevant tout de suite, car j'ai trouvé qu'il était passionnant. Et puis, je l'ai relu ensuite, après une conférence que vous aviez donnée à Versailles, à laquelle j'étais allé. Mais chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses. Mais on va profiter de TPS maintenant pour en parler largement. Vous avez repris maintenant les visites guidées? Non, pas encore? Non, on recommence au 1er mai. Comment dit-on visite guidée? C'est pas très joli. Mais j'aime pas trop le mot guide. Visite accompagnée. Voilà. Visite accompagnée est plus juste, parce que Versailles, c'est un chemin de vie. Et je ne crois pas, alors j'insiste, Louis XIV disait toujours qu'il n'était pas théologien. Il avait de bonnes raisons de le dire, dans le milieu et dans l'époque où il vivait. Et j'insiste sur le fait que moi je ne suis pas gourou, parce que certaines personnes pensent, vu que je lis certains symboles, on pense que peut-être j'ai des connaissances secrètes. Mais vous devriez, ça rapporte bien. Hein. Oui, ça rapporte bien, mais... Ça coûte pas cher en vêtements, en plus une robe safran, hop, ça roule. Non, ou blanche. Ça rapporte certainement beaucoup, sauf la chose à laquelle je tiens le plus, qui est la vie éternelle. Et donc, de ce fait, je ne peux pas être gourou. Ah, parce que vous y croyez, vous, alors? Et moi, j'y crois plus fermement encore que la dureté de vos fauteuils. Pourtant, c'est abondamment démontré. Donc, vous recommencez début mai? Nous recommençons début mai, et si on veut des renseignements à ce sujet,
il faut envoyer son adresse à la mienne pour que je fasse parvenir un petit document vous donnant les heures de visite, les jours de visite. On m'envoie une carte de visite à AMDG. Ad majorem Dei gloriam. Ne le dites pas parce que les postes ne seraient pas contentes. Donc on envoie AMDG. Parlez bien dans le micro. AMDG. 4 rue Salomon Renac. Salomon comme le roi, Renac comme le banquier. Comme son nom l'indique. 78 100 à Saint-Germain-en-Laye. Merci. Et puis, on peut aussi commander votre livre à cette même adresse. Ah, bien sûr. Voilà. Est-ce que j'irai pousser l'indiscrétion jusqu'à vous en demander le prix ? 230 francs. Le prix unique des livres fait que, contrairement à certains libraires qui font payer le prix du transport en plus, quand on paye le prix du livre, on paye tous les frais afférents. Donc, 230 francs, port compris. Franco de port. Franco de port, comme disent les Espagnols. Peut-être rappeler le titre. Est-ce que je peux ? Et le titre, Versailles, des jardins versailleurs, le testament secret de Louis XIV. Voilà, ça, la curiosité du docteur Audrey transparaît dans cette question qui vient vous poser. Je suis sûr que vous allez trouver un lecteur. Ma petite Victoria. Oui, je voulais vous dire que vous étiez sur Radio Courtoisie, où vous écoutez Serge de Beketch. Et puis, alors, commentaire. Le numéro de TPS, c'est un répondeur qui ne vous donne pas de réponse. Allez plutôt chez votre marchand de télévision où vous verrez le cycle TPS et lui, il vous dira tout. Et ben voilà. À propos toujours du racisme, bien sûr, l'éternel raciste, à Sarcelles, la bibliothèque, une table avec présentoir, 18 livres dessus. Tous traitent du racisme en France. Mais c'est petit commerce, ça. L'avantage, c'est que si vous les lisez à la bibliothèque, vous les achetez pas. Donc, sous le pif, le fric. Et voilà, c'est l'astuce. Ma petite nièce qui est en 6e, en permanence, un sujet, le racisme. Mais écoutez, nous, on nous a tellement bassinés quand on était jeunes avec d'autres sujets qui ont fini par nous sortir par les yeux, oui, que je pense qu'ils sont en train de réussir exactement la même chose et que les gosses vont finir par dire, puisque c'est si mal que ça et puisque c'est vraiment interdit, alors soyons racistes une fois pour toutes. Ça finit toujours comme ça. Et un message, attention, ce soir à 22h40, émission de Jean-Luc Delarue, ça se discute, consacrée à la culture pied noir. Le cercle algérianiste et jeunes pieds noirs ont été mis à contribution pour la préparation et sont furieux parce qu'ils ont été piégés. Évidemment, cette émission est en fait une opération de promotion du dernier film de Monsieur Arcadi. Vous êtes content, Serge, hein ? Vous l'avez toujours dit qu'il ne fallait pas y aller. N'allez pas à la télévision. Vous n'avez aucune raison de le faire. Il n'y a absolument rien qui justifie qu'on participe à cette entreprise de démolition, de décérébration et de crétinisation des masses. Alors, quand vous êtes cocu, écoutez, c'est pas compliqué, je vais être grossier, éloigner les enfants. Quand on va au bordel, il faut s'attendre à être cocu. Parce qu'évidemment, la fille avec laquelle vous allez monter, elle va monter avec d'autres. Et bien, la télévision, c'est exactement la même chose. Si vous allez à la télé, il vous arrive ça. C'est-à-dire, vous croyez que vous faites un truc bien, vous allez faire circuler la vérité. Or, la vérité ne peut pas circuler par la bouche du mensonge. Belle formule, ça. Ah, très bien. Je vous autorise à l'utiliser. Moyennant finance, je suppose. Très belle formule. Daniel Delaveine, je vous ai déjà reçu il y a quelques mois, je le disais, et à la suite de ça, vous avez eu quelques contacts avec des auditeurs de Radio. Oui, ça a été assez extraordinaire. J'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, alors de gens qui voulaient naturellement m'interroger un petit peu sur le fonctionnement, sur les prestations. Alors j'ai eu des mères qui me demandaient des renseignements pour leurs filles, donc des mères de famille, des mères qui avaient de grands enfants. Non, des mères de famille qui ayant de grands enfants souhaitaient un petit peu savoir si l'organisation d'Alliance Conseil était, je dirais, à la mesure de ce qu'elles en attendaient. Des femmes un petit peu de tous les âges qui souhaitaient là aussi connaître un petit peu les prestations et ce et l'organisation d'Alliance. Et puis ce qui m'a beaucoup étonnée aussi, c'est que j'ai eu beaucoup d'appels d'hommes, de messieurs. Et ces messieurs, j'ai réalisé, si vous voulez, au moment où ils m'ont appelé, que Radio Courtoisie était vraiment une grande famille. Parce que plus que les femmes, les hommes ont besoin d'être sécurisés. Et c'est vrai que Radio Courtoisie, ça a été le fil conducteur
qui les a rassurés. Donc je les ai vus, ils sont venus me voir, donc ils m'ont téléphoné, j'ai eu en consultation, et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique parce que j'ai reçu des personnes détendues, bien sûr, on est toujours un petit peu sur la réserve, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait là un climat de confiance qui était très agréable. Est-ce que vous avez senti, enfin en dehors de ce climat de confiance qui est créé justement par l'appartenance à la famille de Henri Vendredi, est-ce que vous avez senti une différence avec d'autres consultants vous avez... Pas vraiment. Toutes ces personnes appartiennent à un bon niveau socioculturel. Hein. Je vous rappelle que j'ai des adhérents qui ont entre 25 et 75 ans. Mais toutes ces personnes sont investies dans une vie professionnelle intense que je n'ai chez moi aucune personne qui ait une pathologie quelconque. Oui. Il faut le dire. Non, mais ça, il faut le dire. Bah, vous savez, je crois que je les reçois. Je les reçois quand même. Je les reçois 1 heure, 1 heure et demie. C'est-à-dire que c'est vrai on situe la personne dans son enfance, dans sa petite enfance. Non, madame, vous dites aucune pathologie quelconque. Ah, aucune pathologie apparente. Un problème de prostate. Ah, absolument, mais aucune pathologie apparente. C'était une plaisanterie. Oui, enfin, j'imagine assez mal qu'on aille chez vous en disant voilà, moi j'aimerais bien rencontrer un monsieur, enfin surtout si on est un homme, mais si une dame qui viendrait qui dirait moi j'aimerais bien rencontrer un monsieur, mais j'aimerais bien que ça soit un paranoïaque, vous voyez. Plutôt porté vers le paranoïaque, est-ce que vous avez ça c'est pas ce que demandent les gens, généralement, plutôt des gens sains d'esprit. Pas tout à fait, sains de corps et d'esprit. Sains de corps. C'est à moi quand même à évaluer aussi qui je reçois. Et quel est la situation, enfin, en dehors du fait qu'ils sont forcément célibataires, mais quelle est la situation la plus courante d'un consultant dans un cabinet comme le vôtre? Qu'est-ce qui amène les gens parce que ça paraît quand même aujourd'hui encore assez étrange que dans ce monde dont on nous dit que c'est une société de communication, oui, on soit conduit à aller dans un cabinet de conseil relationnel, de conseil conjugal matrimonial pour rencontrer donc une personne qu'on ne connaît pas du tout, qu'on connaît pas, alors qu'on est entouré de collaboratrices, pour un homme, de collaboratrices, de voisines, de parentes, d'amis de parentes, etc. Absolument. Mais toutes ces personnes, si vous voulez, elles ont une vie sociale, elles ont un rôle à jouer. Souvent, ce sont des personnes responsables. Donc, ce qui les amène, si vous voulez, à consulter, c'est qu'en fait, ils sont tous très occupés. Ils ont tous une activité professionnelle intense. Je crois que c'est ce que je note le plus souvent. Donc, ils ont une vie professionnelle intense. Ils ont des amis, certes, et une famille, mais pas suffisamment d'opportunités de rencontres. Donc, eh bien, c'est pas facile de rencontrer, si vous voulez, des personnes qui soient prêtes, parce qu'il y a aussi cet aspect. Et toutes ces personnes sont tout à fait, donc, si vous voulez, ont envie d'établir une relation. Pour les plus jeunes, et je suis étonnée moi-même de voir le nombre de jeunes gens, 25-35 ans, j'en ai énormément. Et tous des jeunes gens, jeunes femmes qui sont d'un excellent niveau, qui ont fait des études supérieures. Les jeunes filles qui commencent à avoir une trentaine d'années se disent, il serait quand même temps, j'ai une horloge biologique qui fait que j'aimerais avoir des enfants. Donc c'est ce qui les décide. Et puis il y a un autre aspect de la chose, c'est que en venant me voir, si vous voulez, on établit entre le consultant et moi-même, on établit un vrai climat de confiance. Et ça, je crois que ça ne peut pas être remplacé par un ordinateur, c'est-à-dire Internet et le reste. Donc, ça veut dire que quand on travaille avec une éthique professionnelle qui est la mienne et que j'impose, si vous voulez, eh bien, je crois que les gens me font confiance et finalement, c'est aussi extrêmement intéressant. Vous n'avez pas l'impression que c'est aussi un signe d'une
c'est un phénomène social qui montre qu'il y a la disparition de certaines structures traditionnelles. Avant, on rencontrait sa fiancée, rencontrait sa future femme, par exemple à l'église, ou dans les mariages, ou dans les fêtes de famille. On en rencontre encore. Ça se passe aussi dans les mariages. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de couples, si vous voulez, qui se sont rencontrés au cours d'un mariage. Il y a un certain nombre de fêtes, mais les gens sont beaucoup plus isolés. Et Internet, dont on parle beaucoup, finalement, isole les gens, les isole, vous comprenez ? C'est ça qui est effrayant. Internet, ça doit être utilisé uniquement comme un système comme on utilise de communication, ou la poste, voilà, c'est pour économiser des terrains. Mais complètement. Quelle est la première demande d'un consultant quand il vient vous voir, enfin une fois que vous avez fait connaissance, etc. Est-ce qu'il vous dit, étant un homme, je parle comme un homme, est-ce qu'il vous dit, je voudrais une jeune femme, une femme belle, une femme intelligente, une femme douce, une femme riche Non, c'est pas en ces termes, Serge. Non, pas du tout. Je crois que naturellement, chacun a ses priorités, mais je crois que les gens sont les individus sont assez raisonnables. Ceux qui viennent me voir sont quand même des gens qui réfléchissent, sont des gens intelligents. Donc, des gens qui ont une expérience de vie sont des personnes qui, même si elles ont si elles ont eu un parcours difficile, parce que il est évident que des personnes qui ont divorcé ou des personnes qui sont veufs pendant quelques années ont vécu un drame. Et ça les a obligés à faire une introspection, à réfléchir. Et à partir du moment où ils viennent me voir, eh bien, c'est qu'ils sont prêts. C'est qu'ils ont envie qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Ils ont aussi, je dirais, c'est un certain courage pour venir. Je veux dire, c'est pas neutre, hein. Il faut du courage. Eh bien, ce sont, pour ainsi dire, la majorité, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient 70 ans, je crois que ce sont toutes des personnes qui se prennent en charge, qui se prennent en main. Ce sont des personnes responsables et qui ont envie qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'ils vous disent un beau jour, j'ai décidé que ça suffisait, qu'il fallait que je... Tout à fait, mais exactement, oui, absolument. Une personne qui aura divorcé, pendant 2-3 ans, va effectivement tâtonner un peu. Enfin, je crois qu'ils ne veulent pas se réengager dans une vie relationnelle, dans un mariage. Mais à partir du moment où ils font la démarche, je crois que c'est qu'ils sont convaincus qu'il peut se passer quelque chose et qu'ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Et que finalement, ils espèrent que je serai le moyen de leur faire rencontrer quelqu'un. Alors, je vais vous poser une question un peu triviale, mais au fond, comme je suis certain que tout le monde se la pose. Quel est le pourcentage de réussite ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pourcentage de réussite, et quel est-il ? Le pourcentage est à peu près de 60% de réussite. Alors, je vais vous expliquer. En général, je reçois les personnes donc en entretien préliminaire, puis ils ont le temps de la réflexion. Je ne suis pas de ces agences qui leur mettent le contrat sous le nez, les font signer quand je les ai dans mon cabinet. Non, je leur demande toujours de réfléchir et de venir et de reprendre rendez-vous. Ce qui me semble être la première bonne démarche, laisser réfléchir un petit peu les personnes. Et puis, j'organise également, donc je fais des sélections individuelles, c'est-à-dire qu'on détermine chez un individu quelles sont ses priorités, ce qu'il souhaite. Comme vous disiez tout à l'heure, il préfère effectivement rencontrer pour une femme un homme qui soit agréable, mais ils sont très attentifs à la qualité de la personne, c'est-à-dire à leur attachement aux valeurs traditionnelles, aux vraies valeurs. Je crois qu'ils ont tous cette recherche. Et c'est pour ça aussi qu'ils font la démarche, parce qu'ils peuvent utiliser les petites annonces, ils peuvent utiliser... Il y a 1001 moyens de rencontrer des personnes. Alors là, vous avez le rôle de cabinet comme le vôtre, c'est d'établir une espèce de filtre, de premier filtre. C'est-à-dire qu'on est à peu près certain qu'on ne va pas rencontrer n'importe qui. Et je vérifie aussi, vous comprenez, j'ai les identités, je sais toujours qui sont les personnes, quelles sont leurs activités, leur adresse, leur téléphone. Je peux faire moi-même un contrôle si besoin était nécessaire. Alors un auditeur nous dit inutile de dénigrer la concurrence, il existe sur Internet une agence matrimoniale assez sérieuse, c'est le site Internet. Je trouve ça mignon. C'est très mignon, c'est très mignon. Bien écoutez,
on va gagner du temps, ou je vais plutôt faire gagner du temps à ma petite femme chérie, qui en général, quand je donne un numéro de téléphone, quand je dis appeler au journal pour avoir le numéro de téléphone ou l'adresse, passe ensuite 4 heures à recevoir des coups de téléphone. C'est pas qu'elle s'ennuie, mais bon, peut-être aussi des choses d'autres plus intéressantes. Donc, enfin, plus intéressante, en tout cas, plus directement utile à l'avenir de mon journal. Radio. Et donc, je vais vous proposer de donner un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre directement, si vous le voulez, sans passer sans ajouter mon filtre. Très volontiers. Alors, mon cabinet relationnel s'appelle Alliance Conseil, et le numéro de téléphone est le suivant, le 01 45 00 77 00. Facile à retenir. Et je suis vous l'avez noté, Victoria 45 00 77 00. Et l'adresse? Et l'adresse, donc 69 avenue Victor Hugo. Oui. 75 116 Paris. Voilà, ils savent tout. Voilà, ils peuvent m'appeler, je suis tout à fait disponible pour leur donner des renseignements s'ils le souhaitent et qu'ils soient tout à fait rassurés. Merci. Alors, je rappelle votre nom, Daniel Delavenne. Daniel Delavenne, et votre cabinet s'appelle Alliance Conseil. Alliance Conseil, voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Docteur, bonsoir. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si votre attaché de presse vous a livré ce lourd secret, ce douloureux secret, c'est qu'avant vous, nous avions très souvent la visite d'une amie qu'elle connaissait fort bien et qui s'appelait Marie-Antoinette Mulot. Et qui était mon amie, car vos amis sont mes amis et mes amis sont vos amis, mon cher Serge. Donc nous sommes en famille, c'est très bien. Tout à fait. Je connaissais Marie-Antoinette depuis 15 ans. J'ai fait des salons du livre, etc. avec elle depuis fort longtemps. Alors ça tombe très très bien puisque vous allez être en quelque sorte son successeur à ce micro pour le sujet qui vous intéresse tous les deux et qui est la médecine des plantes, la thérapie par les plantes, la phytothérapie, est-ce que vous employez ce genre de médecine par les plantes, la phytothérapie, oui. Ça dépend si on veut avoir un parler scientifique ou non. Le parler scientifique porterait à parler de phytothérapie, et puis le parler commun, c'est la médecine par les plantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont intéressés, comme vous, à cette question, au point d'en faire un livre, puisque vous avez publié c'est un gros livre que vous avez fait. Ça doit être mon 12e livre. Voilà. Alors, tous les médecins, depuis la plus haute antiquité, partons d'Hippocrate, se sont intéressés aux plantes jusqu'à la guerre de 1940, étant donné qu'ils n'avaient pas d'autres moyens pour soigner les gens. Et tout ça a disparu brutalement dans les années 50. Et il y a eu une résurgence dans les années 72, 74, où certains de mes collègues connus, comme le docteur Bellèche, comme le docteur Durafour, comme d'autres, nombreux, le docteur Valnet, tous ces gens-là, je les ai tous bien connus, c'était des collègues, ont relancé on peut pas dire sous la pression du public, c'était une osmose, c'était un va-et-vient d'intérêt, et donc il y a eu une résurgence forte de la phytothérapie en même temps que de l'homéopathie dans les années 74 jusqu'à 80 et quelque chose. Et ensuite, tout ça s'est effondré sous la pression des pouvoirs publics et de la sécurité sociale qui a vigoureusement déremboursé toutes les phytothérapies, et donc là, d'un seul coup, c'est tombé pratiquement à rien, alors qu'il y avait un enseignement à la faculté de Bobigny, qui avait été monté par le doyen Cornillot. Alors, tout ça a disparu, et tout est en train de réapparaître en ce moment. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'on sent qu'il y a deux volontés qui sont radicalement antagonistes. Il y a une volonté des pouvoirs, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque il y a toujours une hostilité des pouvoirs à ce genre de médecine, même avant Molière déjà, on manifestait une espèce de mépris pour
pour ces médications simples, qu'on appelle des simples d'ailleurs. Des simples, oui. Et sous le maréchal Pétain, de nouveau, il y a eu... Le diplôme a été supprimé. Le diplôme a été supprimé, le diplôme d'herboriste a été supprimé. Ensuite, et à chaque fois, on sent qu'il y a une résurgence de ces méthodes médicinales et qui à chaque fois font l'objet d'une opposition radicale. Moi, chaque fois que j'ai reçu Bernadette Mulot, il y avait un enthousiasme de la part de l'auditeur qui posait des questions, qui demandait des solutions thérapeutiques, et il y avait une hostilité de la part de certains médecins qui était à la limite de la grossièreté, en disant tout à fait. Nous enquiquinez avec ces trucs de charlatans, etc. D'accord. Alors, avec moi, si vous voulez, ça va être un petit peu plus difficile parce que moi, je suis un produit normal, si j'ose dire, de la faculté de médecine. J'ai fait des études de médecin allopathe, donc je connais bien l'allopathie. J'ai exercé dans les hôpitaux, je suis titré des hôpitaux, j'ai un cursus normal, classique, et à un moment, je me suis intéressé à d'autres choses, j'ai fait d'autres choses, donc je suis compétent dans plusieurs médecines, dans la médecine allopathique, dans la médecine homéopathique, dans la médecine phytothérapique. En plus, je connais les médecines orientales puisque j'ai écrit un dictionnaire de ces choses-là. Donc, on pouvait opposer à Marie-Antoinette le fait qu'elle n'était pas médecin et qu'elle ne connaissait pas l'allopathie, et à moi, on ne peut pas m'opposer ça. Et pas plus qu'à mes confrères. J'ai dit Bernadette tout à l'heure, évidemment, c'est Marie-Antoinette, je ne sais pas pourquoi je dis Bernadette, lapsus. Vous la connaissiez bien, c'était une amie. Est-ce que vous la considériez comme quelqu'un de compétent dans sa partie ? Bien sûr, c'est évident que c'était quelqu'un de compétent dans son domaine, et elle avait la modestie des gens compétents, c'est-à-dire qu'elle connaissait les limites de son domaine. Il lui serait jamais venu à l'idée de préconiser de traiter une affection microbienne grave, je sais pas moi, une pneumonie par exemple, avec des plantes. Donc c'était encore que les antibiotiques, ce sont des mousses ou des champignons. Absolument, tout à fait. Donc, mais ça, si vous voulez, on parlera de ça tout à l'heure. Mais exactement, les antibiotiques, c'est de la phytothérapie. C'est une forme de phytothérapie. C'est une forme déviée de phytothérapie. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, une des questions qui se pose pour les utilisateurs de produits, de simples, c'est d'abord la présentation, parce qu'on propose des poudres, on propose des gélules, on propose des extraits, on propose des tas de formes de présentation. Je connais même un pharmacien à Paris qui a dans son officine des tonnes littéralement de sacs de simples venus d'Afrique, puisqu'il est spécialisé dans la clientèle africaine, plus spécialisé dans une clientèle africaine qui demande des produits comme ça. Alors là, ce sont les herbes elles-mêmes qu'il a dans son officine. Et donc, est-ce qu'il y a une hiérarchie des efficacités? Est-ce que c'est plus efficace quand c'est à l'état de nature, ou est-ce que c'est au contraire plus efficace quand c'est sous forme de gélules, en général, en moyenne? Écoutez, oui, question un petit peu compliquée, parce que il faut mettre d'un côté l'efficacité, d'autre côté la pratique. Alors, si vous devez faire venir des plantes d'Afrique en vrac pour faire des infusions le soir ou le matin ou 4 fois par jour, ça va pas être très très pratique. Donc la nécessité de la vie fait qu'on doit adapter ses souhaits à son mode de vie et aux nécessités pratiques. C'est pour ça que des formes comme les gélules, comme les tisanes en sachet, genre sachet de thé, si vous voyez, des choses comme ça, ou des extraits très faciles en tout petits flacons. Bon, toutes ces choses-là ont la faveur du public parce qu'elles sont pratiques. C'est commode. Bon, normalement, la phytothérapie, ça se fait en utilisant des plantes entières, car même pour une raison d'ordre pharmacologique, l'utilisation de la globalité de la plante
est meilleure que l'utilisation d'une fraction. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair. Dans une plante, il y a des alcaloïdes. Les alcaloïdes sont des molécules qui ont une action pharmacologique, donc une action sur le corps humain, si vous voulez, pour être schématique. Certains de ces alcaloïdes priment sur les autres. Donc, par exemple, dans la digitale, qui est une fleur rouge avec des cloches, c'est la digitale pourprée, Digitalis purpurea, vous avez un alcaloïde qui prime, qui est la digitaline. Bon, si vous faites une infusion de digitaline, d'abord, vous aurez bien du mérite à la boire parce que c'est infect. Et ça sera probablement la dernière fois que vous boirez quoi que ce soit. Voilà, c'est possible si elle est forte, oui. Bon. Mais l'action de cette infusion va être de ralentir le cœur. Bien. Si vous utilisez la plante dans son entier pour faire cette infusion, vous aurez une action qui sera complète, c'est-à-dire que ça sera en même temps tonique cardiaque, ralentisseur, ça aura des actions multiples. Alors que si vous extrayez le principe actif chimiquement et que vous reproduisez la molécule active, c'est-à-dire uniquement la molécule de digitaline, vous aurez là un produit qui n'aura qu'un effet tronqué. Alors, docteur, je vous redonne la parole dans 2 minutes. On fait la pause technique, voilà. Docteur Oudret, je vous redonne la parole puisqu'on parlait donc d'un sujet auquel vous venez de consacrer un livre, votre 12e livre, vous m'avez dit. Oui, quelque chose comme ça. Donc, ce sont les plantes médicinales, la santé par les plantes. Et je découvre que plusieurs auditeurs apprennent par cette émission la disparition de Marie-Antoinette. Et effectivement, je crois qu'elle a disparu au mois de janvier. Et une auditrice dit « Pourquoi ne l'a-t-on pas su ?» Et madame, je pense que vous ne l'avez pas su parce que vous n'avez pas écouté l'émission dans laquelle je l'ai annoncé. Je crois même que je l'ai annoncé au moins 2 fois. Voilà, alors revenons à ce livre et à votre travail sur les plantes. Un auditeur nous dit, est-il exact qu'au bout de quelques semaines, les plantes perdent leur qualité thérapeutique? Non, non, pas. Leur qualité thérapeutique peut s'altérer du fait de la dessiccation, puis ça dépend lesquelles. Ça dépend des plantes et ça dépend des qualités, car dans la même plante, on peut avoir plusieurs qualités et certaines peuvent être altérées, d'autres non. Bon, en règle générale, et pour être clair, les plantes, quand elles sont bien conservées dans de bonnes conditions, soit séchées, soit traitées pour une extraction des alcaloïdes par l'alcool ou par d'autres méthodes, elles perdent une partie, mais qu'une seule partie de leur efficacité. Quel est le motif qui vous a conduit à faire ce livre-là? Est-ce que vous avez voulu en faire une espèce de guide de vade-mecum Oui, ce livre est en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est relativement brève, qui reprend l'historique, comme toujours quand on fait quelque chose qui n'est pas forcément très très connu. Bon, mais ça c'est une partie brève. Ensuite, il y a la troisième partie, je garde la deuxième pour après. La troisième partie est un guide, un dictionnaire. C'est un dictionnaire de phytothérapie, donc les gens là peuvent chercher insomnie, colique, etc. Et ils ont des idées très claires sur la façon dont ils peuvent se traiter par les plantes. Et la seconde partie, elle a un titre qui lui est spécifique, c'est « Vaincre naturellement le stress, l'angoisse, l'insomnie, la fatigue et la spasmophilie ». Car à mon avis, ces 5, on peut pas dire maladies, car ce ne sont pas des maladies, ce sont des signes, disons des troubles. Ces 5 troubles sont et seront, dans les dizaines d'années qui viennent, un fléau qui va invalider la population mondiale, occidentale en tout cas,
au même titre que des maladies graves. Et probablement induire des maladies graves aussi. Probablement induire des maladies graves. Ne serait-ce que par l'abus de certains médicaments auxquels qu'elles peuvent conduire. Tout à fait. Bon, vous avez lu tous les gens qui sont autour de cette table ont lu dans la presse que les Français sont parmi les plus grands consommateurs. Ils sont les plus grands consommateurs de tranquillisants d'Europe. Bon. Bien, ça c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas supportable. Bon, alors d'abord on peut se poser des questions à plusieurs niveaux. Au niveau politique, mais ça je vous laisse ça à vous, Serge, car s'ils prennent des tranquillisants, c'est probablement parce qu'ils sont pas contents. Et comme c'est une étude qui porte sur plusieurs dizaines d'années, on peut pas dire qu'ils sont pas contents plus en ce moment qu'il y a 20 ans, donc ils sont pas contents tout court. Moi, à mon avis, ils sont pas contents depuis 1789. À peu près, on est tout à fait d'accord sur la date. Bon, mais enfin, je suis là en tant que médecin, donc pas en tant que politologue. Par contre, l'autre aspect de la chose, c'est que si ces gens sont pas contents, il faudrait voir à ce qu'ils se contentent avec des méthodes douces, des plantes avec un peu d'aubépine, un peu de valériane, un peu de tilleul, un peu de passiflore, etc. Il y a le raisin aussi qui est pas mal. Oui, le raisin, oui, mais on peut travailler. Pas sous forme de vin rouge, parce que là, ça laisse des séquelles. Ah bon? Oui, au bout d'un moment, oui. Mais plutôt que de se gaver de l'exomile, de Temesta, de Tranxène, de Lysanxia et autres bazars, qui, s'ils sont pris une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Hein. On a un chagrin, on a un problème, son chien vient de crever, ou je ne sais pas quoi. On fait passer la pilule en prenant des pilules, justement, pendant 2 ou 3 jours ou 8 jours. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on prend ça à l'année, à la dizaine d'années, il faut pas s'étonner après d'avoir des trous de mémoire, des tremblements, etc., etc. Donc, c'est un problème de philosophie médicale. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des confrères qui intervenaient lorsque Marie-Antoinette faisait des émissions avec vous et qui étaient à la limite de la grossièreté. Eh bien, je leur demande de m'appeler aujourd'hui et faites-moi confiance que on va se causer et je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, car je ne suis absolument pas d'accord. Et moi, je sais de quoi je parle. Alors, est-ce que vous consultez? Non. Oui, bien sûr. Vous consultez en plus. Et vous, quelles sont les limites, alors, selon vous, quelles sont les limites de l'efficacité de ces thérapies? Parce que vous c'est difficile de répondre à une question comme ça, parce que je serais assez tenté de vous répondre qu'il n'y a pas de limite, mais il n'y a pas de réponse standard, car ça dépend des cas. Oui. Vous pouvez, par exemple, panacher, c'est ça, tout à fait. La phytothérapie. Je panache, dans une prescription. Enfin, c'est pas systématique, ça dépend des gens, ça dépend des cas. Mais enfin, tous les jours, je fais au moins 2 ou 3 ordonnances panachées dans lesquelles il va y avoir de la phytothérapie, de l'homéopathie, de l'oligothérapie, des oligo-éléments, une prescription diététique. Mangez plutôt ça que ça, et éventuellement 1 ou 2 médicaments allopathiques. Pourquoi? Parce que ça va être plus simple, plus rapide. C'est quelque chose qui n'aura pas d'effet secondaire. Ou bien c'est un médicament allopathique qui est en réalité un dérivé d'un médicament anciennement phytothérapique, et finalement, pourquoi s'en priver? Et puis, lorsqu'on a affaire à des cas tout à fait particuliers, si on a un tuberculeux pulmonaire, il est évident qu'il est infiniment plus souhaitable de le soigner avec de la streptomycine qu'avec des emplâtres de plantes ou de je ne sais pas quoi. Il faut être raisonnable. Un auditeur nous dit, il ne faut pas oublier que la médecine des plantes n'est pas une médecine douce, c'est une erreur. Oui. Une plante est un produit actif et puissant. Vous êtes d'accord? Tout à fait, mais les plus grands poisons sont des poisons végétaux. De toute façon, que ça soit en homéopathie, en allopathie, enfin pas en homéopathie, pardon, en allopathie ou en phytothérapie,
tout produit efficace est un produit toxique. Ça, c'est clair. Un produit qui n'est pas toxique n'est pas efficace. Les plus beaux suicides historiques ont été faits avec des plantes. Socrate a bu la ciguë. Les Borgia ont assassiné toute leur famille avec des bouillons d'11 heures, etc. Bon, donc les plantes ne sont pas du tout des choses anodines. Les confrères, enfin certains confrères allopathes, et puis la pensée générale actuelle, la pensée dominante qui veut que l'homme soit considéré comme une machine, il n'y a qu'à remplacer ce qui est en panne, et puis il faut qu'il y ait du rendement, il faut que ça aille vite, il faut que ça rapporte, il faut, etc., etc. Tout ça est sous-tendu par les laboratoires pharmaceutiques, par la sécurité sociale qui veut que les gens se reposent le moins possible et aillent bosser le plus possible, etc. Bon, tout ça, c'est pas mon sujet, c'est pas mon propos, et je pense qu'il y a une autre médecine. D'ailleurs, un auditeur nous dit... Pardon. Il faudra que vous me donniez une plante pour ça. Enfin, sans mucus ni gras. Ça va aller. Marie-Antoinette me disait la pacho. Voilà. Mais je pense que c'était pour d'autres raisons. Suite à des problèmes de cholestérol, on m'a opéré de 4 pontages coronariens. Le chirurgien m'a expliqué que le marché de la chirurgie cardiovasculaire représentant plusieurs milliards de francs annuels, on ne cherche pas d'autres produits pour déboucher les artères. Question, pensez-vous que des plantes pourraient avoir cet effet-là, par exemple? Alors, des plantes, il y a des plantes qui peuvent favoriser. Par contre, à mon avis, ce qui est beaucoup plus souverain et admis à force de polémiques et de coups de pied au cul par les allopathes, les extraits de poissons des mers froides. L'huile de saumon, les capsules d'huile de saumon, ça fait baisser le cholestérol, voilà. Ne mangez plus de bœuf, ne mangez plus de cochon, ne mangez plus de vache. Enfin, mangez-en moins. Oui, enfin, plus du tout. Non, soyons clairs. Et ne mangez plus de fromage, mangez du poisson, mangez de la volaille, et vous n'aurez plus les artères bouchées, c'est clair. Il va nous pousser des poils d'esquimaux. Eh bien, et alors? Alors, docteur, je vous fais une proposition. C'est de revenir nous voir régulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'appels qui sont en fait des consultations. Les auditeurs se disent, après tout, puisqu'il est là, autant en profiter. Alors, si vous voulez jouer le jeu, là, on n'a plus le temps parce qu'il faut que je passe la parole. C'est une soirée très végétale, puisque je vais laisser la parole à Cécilia, qui reçoit, comme je l'ai dit, monsieur Baraton, c'est ça? Alain Baraton, qui est le responsable des jardinier chef voilà, de Trianon, et donc on va passer à des plantes plus imposantes. Ma grand-mère était une demoiselle Baraton, monsieur. Je suis très heureux. Voilà, on a peut-être rétabli un cousinage. Je viendrai très volontiers. Alors, ce que je vous propose, c'est, j'annoncerai la semaine précédente votre venue, je demanderai aux auditeurs d'envoyer leurs questions et vous y répondrez. Et en attendant, donc, ils peuvent trouver déjà des réponses dans un livre que vous venez de publier et qui s'appelle « Les nouveaux succès de la médecine par les plantes ». Vaincre naturellement le stress, l'angoisse, l'insomnie, la fatigue et la spasmophilie. Alors, c'est un livre anti-stress, et je le dis pour ceux qui connaissent la question du logiciel Word, anti-stress, c'est pas un livre anti-arabe. Voilà. C'est paru aux éditions Documents, édition Résidence. Les nouveaux succès de la médecine par les plantes. Merci, docteur. Merci. Donc, je laisse la parole à Cécilia. Avant, je vous pose une petite question. Vous avez parlé du livre de la femme de Coluche. Savez-vous le titre? Non, je dois dire qu'il doit y avoir pornographique dedans. Non. Je croyais. Il est bizarre. Il a rien à voir avec le sujet, mais je vais le retrouver et je le donnerai. Pardon? Nom d'un pétard, non? Et puis, non, je crois pas que ça soit nom d'un pétard. Il y a 15 jours, j'ai demandé un exemplaire du livre journal. Je ne l'ai pas reçu. Pourquoi? Eh bien, ça n'est pas normal parce que c'est la Poste. C'est possible, mais parce que ma femme fait très 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 attention à servir les abonnements les exemplaires qui nous sont demandés. Donc, pas d'explication. Le disque entendu à 7h30. Renvoyez votre adresse et on vous enverra le livre. Ne renvoyez pas de timbre. Le livre entendu à 7h30 était Romance pour violon et orchestre, opus 50 de Beethoven. Extrait du disque Automne romantique, EDL 4904-2. Pourquoi vous me dites ça? Adresse de Chabanis,
34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt, téléphone 01 30 40 03 71. C'est pas lui qui a chanté Romance d'automne. Alliance Conseil, Madame Danielle Delavenne, 01 45 00 77 00. 69 avenue Victor Hugo, 75 116 Paris. L'adresse AMDG, Monsieur Bertheret, des Jardins Versailleurs, 4 rue Salomon-Reynard, 78 100 Saint-Germain-en-Laye. Le prix, c'est 230 francs. À propos des visites de Versailles avec Monsieur Bertheret, notre ami Jean-Pierre Joris, nous dit c'est formidable. Le comédien. Voilà, le comédien, oui. Et puis donc l'adresse pour le livre là des plantes. Oui, donnez-la. Alors c'est Contact Presse. Non, c'est pas ça. C'est la maison d'édition qu'il faut donner. Donc ce sont les éditions Résidence. Et c'est à Tours. C'est pas à Tours, c'est à Paris, 42 rue Grégoire de Tours, 75 006 Paris. C'est en vente dans toutes les meilleures librairies. Les bonnes librairies, et donc probablement chez quelques marchands de légumes. Chrétienté et Solidarité rappelle la date de sa journée à Lyon, c'est le samedi 8 avril de 13h à 19h au Palais des Congrès, 50 quai Charles de Gaulle, sur le thème avec les chrétiens persécutés et les martyrs du XXe siècle. Voilà, pour le coup, dans 15 jours, c'est bien ça, Daniel, hein, c'est dans 15 jours, et que Dieu nous garde.